Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une histoire dramatique, marquée par la jalousie, une force terrible et souvent destructrice, capable d'aveugler une personne et de la pousser à commettre des actes regrettables. C'est la jalousie qui a provoqué une tragédie survenue au Costa Rica il y a quelques années. Cette affaire est restée célèbre dans le domaine de la criminalistique sous le nom de l'affaire Gerardo Cruz. Mais commençons par le début. Gerardo Cruz est né au Costa Rica en février 1975. On sait peu de choses sur sa famille et ses premières années. La jeune fille a grandi dans une région appelée Cuba, où elle vivait avec sa mère, Sonia Fonseca. Elle a fréquenté une école locale où elle a rapidement montré un caractère difficile et conflictuel. Elle ne supportait pas le rejet et obtenait souvent ce qu'elle voulait par la force ou la ruse. Selon les habitants du coin, grâce à son apparence frappante et sa silhouette parfaite, elle séduisait facilement les hommes, mais ne parvenait pas à les garder. Sonia était très belle et savait utiliser son charme, mais sa cupidité et sa vanité la poussaient à privilégier les biens matériels et son intérêt personnel, ce qui décourageait rapidement ses prétendants. En plus, elle était extrêmement jalouse et agressive. Dans sa jeunesse, grâce à son allure de poupée, Sonia a travaillé plusieurs années en tant que modèle pour une grande librairie, ce qui lui a valu le surnom flatteur de Barbie, qui lui est resté toute sa vie. Peu après avoir terminé le lycée, elle a eu une liaison avec un journaliste à succès, Osvaldo Fernando Baleri, qui travaillait à la télévision locale. Il avait 16 ans de plus qu'elle. Ce fut la relation la plus longue et sérieuse de Sonia, mais jamais il ne lui fit de demande officielle. Je m'appelle Elias Moncler, vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. En 1996, le couple eut un fils, Christopher, et un an plus tard, une fille, Christina. Mais à cause des scandales fréquents et des accès de jalousie de Sonia, Osvaldo la quitta. En 2012, Osvaldo mourut subitement à 53 ans. Il ne mentionna pas Sonia dans son testament. Celle-ci ne l'accepta pas et décida d'agir. Elle se rendit chez son ancien amant et prit possession de la maison en changeant les serrures, empêchant ainsi la famille et les héritiers d'y entrer. Elle emporta aussi certains objets de valeur appartenant aux défunts. La famille Baleri, outrée, porta l'affaire en justice pour vol. La police força Sonia à quitter les lieux, mais aucune procédure pénale ne fut engagée contre elle. Sonia eut de nombreuses autres relations, notamment avec un certain Miguel Ángel Pérez, avec qui elle eut une troisième fille, Maria. Certains affirment que ce couple fut marié officiellement, mais que le divorce survint quelques années plus tard. D'autres sources disent que Sonia n'a jamais été mariée. Curieusement, elle donna à sa plus jeune fille le nom de famille de son amant sans son accord. Il est également troublant de noter que certains des amants de Sonia disparurent ou moururent dans des circonstances mystérieuses. Pendant longtemps, personne ne s'en inquiéta vraiment. Par exemple, un de ses amants disparut peu après avoir décidé de mettre fin à leur relation avec cette femme impulsive et agressive. Il n'a jamais été retrouvé, et beaucoup pensent que Sonia est directement liée à cette disparition, sans toutefois avoir de preuves irréfutables. Un autre ancien amant, nommé Diaco, fut assassiné après leur rupture, dans ce qui ressemblait à une tentative de vol raté. Les auteurs n'ont jamais été identifiés. Là encore, beaucoup soupçonnèrent Sonia, mais aucune preuve concrète ne fut apportée. Cependant, la victime la plus célèbre de Sonia fut Gerardo Cruz. Né au Costa Rica en décembre 1992, dans la ville de San José, il ne connut jamais son père biologique, qui avait quitté la famille avant sa naissance. Sa mère, Ana Patricia, se remaria avec un homme nommé Hermès Rodriguez, qui adopta Gerardo et l'éleva comme son propre fils. Gerardo eut plus tard une sœur cadette nommée Milena. Son enfance fut paisible et insouciante. Il alla à l'école normalement, s'intéressa aux motos et rencontra tôt sa véritable amour, une jeune fille nommée Carole. À 23 ans, Gerardo s'installa avec sa compagne et leur fille de 4 ans, Genesis, dans la maison de ses oncles et tantes en banlieue de San Sebastián. Il travailla dans une boulangerie locale pour subvenir aux besoins de sa famille. Le couple semblait heureux et bientôt, ils apprirent qu'un nouvel enfant allait venir agrandir la famille. À l'été 2015, Gerardo rencontra Sonia, qui venait parfois acheter à la boulangerie où il travaillait. Elle avait alors 40 ans, mais restait séduisante, aimait porter des tenues provocantes et flirter. Avec l'âge, elle avait commencé à fréquenter des hommes beaucoup plus jeunes, sans doute flattés par leur attention.
Malgré une différence d'âge d'environ 20 ans et la présence de sa famille, Gerardo tomba rapidement sous le charme de cette femme. Ils commencèrent à se voir en secret. Sonia venait presque tous les jours à la boulangerie pour retrouver son jeune amant, ce qui ne passa pas inaperçu auprès des autres employés. Elle était souvent accompagnée de sa fille aînée, Cristina, qui avait 19 ans à l'époque. Au début, Gerardo parvint à gérer sa vie familiale et ses rencontres clandestines afin que personne ne découvre sa double vie. Mais il perdit vite sa vigilance. Il voulait sans doute se vanter de ses conquêtes et raconta à ses amis et collègues à quel point Sonia était une maîtresse exceptionnelle qui le gâtait de cadeaux. Ces rumeurs parvinrent rapidement à sa mère, qui tenta de raisonner son fils et de le convaincre de mettre fin à cette liaison. La relation dura seulement quelques mois et prit fin en octobre 2015, lorsque Sonia apprit que Gerardo avait une épouse enceinte et une jeune fille. Elle fut furieuse. Elle commença à appeler et envoyer des messages à Carole, l'insultant et menaçant Gerardo. Mais lui parvint à obtenir le pardon de sa femme et à préserver sa famille. Quant à Sonia, il ne prit pas ses menaces au sérieux, pensant qu'elle allait rapidement se calmer et trouver un nouvel amant. Il ne se doutait pas à quel point Sonia pouvait être rancunière et déterminée. Quelques jours après leur rupture, Gerardo fut témoin d'une scène choquante. En se promenant en centre-ville, il aperçut un homme plus âgé suivre une jeune fille en tenant son téléphone de manière à filmer sous sa jupe. Indigné, Gerardo sortit son propre téléphone et commença à filmer la scène. Il arrêta la jeune fille, lui expliqua ce qui se passait et lui conseilla de porter plainte. Puis il poursuivit l'homme pour essayer de filmer son visage. Pendant environ 2 minutes, il le suivit en l'interpellant à voix haute, se demandant s'il prenait du plaisir à filmer les sous-vêtements de la jeune fille sans qu'elle le sache, jusqu'à ce que l'homme monte dans un taxi et disparaisse. Ce même soir, Gerardo publia la vidéo sur sa page internet et, en une seule nuit, la vidéo est devenue virale. Les internautes ont rapidement reconnu l'homme âgé comme un ancien fonctionnaire du ministère des Finances, nommé Luis Sulmano Delgado. Très vite, les médias ont repris la vidéo, et Gerardo lui-même est devenu une célébrité nationale. Le jeune homme était interviewé presque quotidiennement par la presse écrite, invité à des émissions de télévision et de radio. Il racontait l'incident dont il avait été témoin, condamnait les actes de l'ancien fonctionnaire et affirmait ne rien regretter, déclarant qu'il recommencerait sans hésiter. Cependant, des avocats expérimentés engagés par Sulmano Delgado ont commencé à s'en prendre à Gerardo, l'accusant de manquements légaux. Ils prétendaient que la diffusion de la vidéo constituait une infraction et préparait une plainte contre lui. Gerardo fut surpris par cette tournure des événements et ne comprenait pas pourquoi lui était jugé, alors que l'homme qui avait commis cet acte répréhensible contre une jeune fille innocente ne l'était pas. Le 7 octobre, Gerardo accorda sa dernière interview sur une station de radio locale. Il se disait convaincu d'être dans son bon droit et n'avait rien à craindre. Le lendemain, il avait prévu de retrouver son ami Oswald après le travail, mais annula soudainement le rendez-vous en évoquant une urgence. Plus tard, on apprit qu'il avait reçu ce jour-là un message de Samodi, une jeune femme, qui le persuada de venir au parc le soir même pour une nouvelle interview. Gerardo ne soupçonnait rien et fit confiance à son ancienne compagne. Après son travail, il se rendit à l'endroit convenu, mais ce n'étaient pas des journalistes qui l'attendaient, mais 2 inconnus. Ils lui prirent son sac, le frappèrent et le poignardèrent à plusieurs reprises au torse et à l'abdomen, puis s'enfuirent. Avant de perdre connaissance, Gerardo réussit à appeler son ami pour lui signaler ce qui venait de se passer. Ce dernier contacta immédiatement la police et les secours. Grâce à cette réaction rapide, Gerardo fut transporté à l'hôpital où les médecins se battirent pour sa survie pendant 42 jours. Durant cette période, il subit de nombreuses opérations, mais malheureusement, il ne put être sauvé. Le 19 novembre, Gerardo succomba en soins intensifs. Depuis peu de temps, il était devenu une véritable célébrité, et son état fut suivi par tout le pays. Sa famille accorda régulièrement des interviews, demandant aux personnes concernées de prier pour son rétablissement. Il ne comprenait pas qui aurait pu commettre un tel acte et pourquoi. Lors de ses funérailles, de nombreuses personnes vinrent présenter leurs condoléances à sa famille. Tous espéraient que la police retrouverait rapidement les coupables et qu'ils seraient punis équitablement. Plusieurs hypothèses furent envisagées. La première évoquait un vol suivi d'un meurtre, car Gerardo avait été attaqué dans un parc en soirée, son sac lui avait été volé et il avait été poignardé,
ce qui pouvait faire penser à une agression ordinaire. Mais quelques jours auparavant, Gerardo avait publié une vidéo compromettante concernant un ancien officiel connu nationalement. Cela donna lieu à une seconde hypothèse, un meurtre par vengeance. Les médias évoquèrent ouvertement que Sulmano Delgado aurait pu engager des personnes pour éliminer le jeune homme qui avait terni sa réputation. L'affaire fit grand bruit dans la presse et la population manifesta dans les rues, exigeant que les coupables soient retrouvés et emprisonnés. La police examina plusieurs pistes et chercha d'autres ennemis potentiels de Gerardo. Pendant plusieurs mois, l'enquête n'avança guère, jusqu'à ce qu'en mai 2016, une vidéo de surveillance de rue soit découverte. Les images montraient deux hommes fuyant la scène où Gerardo avait été mortellement blessé. Ces individus devinrent immédiatement les principaux suspects. La police dut les identifier et les localiser. Cette vidéo fut une preuve capitale. Une fois rendue publique, l'affaire progressa. Elle fut largement diffusée dans les journaux télévisés, qui invitaient les téléspectateurs à bien observer, car il pouvait s'agir de criminels dangereux. Par ailleurs, la police put réaliser des portraits robots et décrire les caractéristiques physiques des fugitifs. L'identité de l'un des hommes fut rapidement établie, car il se présenta lui-même aux autorités et coopéra avec l'enquête, espérant ainsi obtenir une peine plus clémente. Grâce aux informations qu'il fournit, l'enquête permit de remonter jusqu'à plusieurs complices et aux organisateurs du crime, Samody et sa fille Cristina. Tous les participants furent bientôt arrêtés, y compris la mère et la fille, ainsi que plusieurs hommes. Parmi eux se trouvait Ronald Archie, le chauffeur de taxi qui avait trouvé les tueurs, César Chavez, un ouvrier qui servait d'intermédiaire, un jeune mineur directement impliqué dans l'attaque, et Omar Costa, qui avait suivi la victime et rapporté ses déplacements le jour de l'agression. Les rôles et liens entre tous les participants furent établis grâce à l'analyse des appels téléphoniques et des messages textes. Le meurtre avait été commandité par Samody, qui avait minutieusement planifié l'ensemble, impliquant sa fille Cristina dans les moindres détails. Elles firent appel à leurs amis Ronald et César pour trouver des hommes de main chargés de tuer Gerardo et de faire passer cela pour un vol qui aurait mal tourné dans un parc la nuit. Omar fut chargé de surveiller la victime et de s'assurer qu'elle se rendrait bien au lieu convenu. Samody choisit elle-même la date du drame, le 7 octobre. Ce jour-là, elle contacta plusieurs fois les complices, donna les rôles à chacun et veilla à ce que le plan soit respecté. Elle exigea également qu'après l'acte, on lui rapporte un objet appartenant à son ancien compagnon, comme preuve. Après son service, Gerardo se rendit au parc, convaincu qu'il allait à une interview. Il essaya de ne pas être en retard, mais à l'endroit prévu, il fut attaqué, poignardé à plusieurs reprises, puis dépouillé de son sac et de sa veste, qui furent remis à la cliente comme preuve. Les messages textes furent la preuve principale de la culpabilité de Samody. Le plan du meurtre et les rôles de chacun y étaient décrits en détail. La femme était tellement sûre de son impunité qu'elle n'avait même pas pris la peine de les effacer. Le mobile de ce crime grave était une jalousie banale. Elle ne voulait pas partager son compagnon avec sa femme et décida que si elle ne pouvait l'avoir, personne ne l'aurait. Elle réfléchit à tout et impliqua dans son plan criminel sa propre fille, qui l'aida dans toutes les étapes. Mère et fille furent immédiatement placées en détention et leur libération sous caution fut exclue, car elles risquaient de fuir à l'étranger. Les complices furent également mis en détention provisoire, à l'exception d'Omar, chargé de la surveillance, et du plus jeune participant, qui fut confié aux autorités spécialisées dans la délinquance juvénile. L'enquête dura environ 1 an et demi. Ce n'est qu'en décembre 2017 que le procès de tous les complices commença. Par ailleurs, il fut révélé que Samody avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour falsification de documents afin d'obtenir des aides publiques, mais elle avait alors écopé seulement d'une amende. L'histoire de Miguel Ángel Pérez, le père de la plus jeune fille de Samody, fit également surface. Il s'est avéré que la jeune femme avait donné à l'enfant le nom de famille d'un ancien amant sans son consentement. Par la suite, elle avait obtenu par voie judiciaire le paiement d'une pension alimentaire de sa part, qu'elle a perçue pendant plus de 3 ans. Lorsque toute la procédure a été révélée comme falsifiée, l'escroc a été condamné à 3 ans de prison et à une lourde amende. Toutefois, le tribunal a pris en compte le fait qu'elle avait un jeune enfant et a transformé la peine en une condamnation avec sursis de 5 ans. Lors du procès, l'épouse de Gerardo, la victime,
a reconnu qu'elle était au courant de sa liaison avec cette femme. Elle a aussi révélé que l'ancienne maîtresse avait proféré des menaces graves, mais que son mari n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Le principal mobile du crime, comme déjà mentionné, était la jalousie et l'orgueil blessé de la femme qui ne pouvait accepter que son jeune amant préfère rester auprès de son épouse. Grâce aux enregistrements téléphoniques, il a été découvert que la mère et la fille avaient planifié le crime ensemble. Après la diffusion des images de vidéosurveillance montrant les auteurs du meurtre, Christine a eu une grave crise nerveuse. Elle a appelé sa mère en pleurs, sur le point de se rendre à la police pour tout avouer. Sa mère l'a cependant calmée, lui assurant que l'enquête ne les impliquerait pas. Le verdict n'a été rendu que le 23 janvier 2018. Selon la décision du tribunal, Samody a été condamné à 30 ans de prison. Sa fille, ainsi que Ronald et César, ont chacun écopé de 25 ans. Tous les coupables ont été placés en centre de détention pour mineurs, sauf un qui n'avait pas été retrouvé à ce moment-là. Quant à Omar, qui suivait la victime, il a été acquitté. La famille de la victime a reçu 140 000 $ en guise de compensation morale. Après le verdict, les proches ont exprimé leur gratitude envers le tribunal pour la juste sanction infligée aux auteurs du crime. Cependant, il a rapidement été révélé que les avocats de Samody et de Christine avaient fait appel pour alléger les peines. Le nouveau procès a eu lieu en novembre 2019. Parallèlement, l'identité du second auteur du crime a été révélée. Selon Ronald, cette personne a participé au massacre, mais n'était pas informée des détails du plan. Ronald et César ont également fait appel auprès de la cour d'appel, espérant obtenir une réduction de leur peine. En conséquence, la peine de chacun des participants au crime a été diminuée de 5 ans. Aujourd'hui, Samody purge une peine de 25 ans dans une prison pour femmes au Costa Rica. Durant l'été 2020, elle a contracté mariage avec une femme qu'elle a rencontrée en détention. Son nom d'usage est Lindsay Diaz Lopez. Au moment de l'enregistrement de cette union, Lindsay avait déjà quitté la prison, libérée sous condition. Quant à Samody, elle passera près de 2 décennies derrière les barreaux. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.